la dame qui souffre d'un syndrome de la mère nourricière, donc la maman, en premier point, elle fait toujours pour les autres. Le deuxième point, c'est qu'elle tente toujours de faire toujours mieux, car pour elle, au fond, il y a quelque chose qui lui dit que ça n'est jamais assez ce qu'elle fait. Le troisième point, c'est qu'elle est très sensible à la culpabilisation. Elle n'a pas besoin des autres pour se dire qu'elle est nulle. Le quatrième point, c'est le contrôle. Parfois, elle lâche le contrôle, mais en face, on ne fait pas les choses. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, c'est sur Beurre FM et le matin, je vous retrouve entre 9h et 10h pour parler de votre santé et de votre santé mentale, notamment avec le retour de Maximilien Bachelard. Bonjour Maximilien. Bonjour. Docteur en psychologie et psychothérapeute, vous êtes le président de l'Institut du Comment et on va parler d'un nouveau syndrome que vous avez découvert et conceptualisé, c'est le syndrome de la mère nourricière. D'accord. Shkoun, le syndrome de la mère nourricière. Shkounada. Le syndrome de la mère nourricière, c'est un concept donc oui que j'ai forgé avec le temps, malgré moi, à force de rencontrer des cas entiers de femmes entre 35-40 ans, on va dire plutôt entre 40-50 pour être assez large, et qui me racontaient régulièrement la même problématique. Donc j'étais un peu étonné, et comme je le fais souvent dans les émissions, quand j'ai des récurrences perpétuelles, les mêmes histoires qu'on me raconte, à peu près les mêmes, je me dis mais il y aurait de quoi écrire un livre, c'est pas possible. Et donc on va faire plutôt une émission sur Beurre FM. Et on pourra faire un livre après. D'ailleurs, vous pourrez mettre vos commentaires, vos témoignages sous la vidéo qu'on mettra sous la chaîne YouTube, et ça alimentera justement vos quarts. Vos quarts entiers de patients. Je sais pas, mais peut-être que justement, il y en aura peut-être moins qui auront besoin de venir, parce que cette émission, j'espère qu'elle leur servira, puis qu'elles se partageront cette émission. Alors, moi j'appelle ça le syndrome de la mère nourricière. Comme tous les syndromes, il y a quelque chose de culturel et qui est lié à l'époque, et je pense que c'est très 2020, 2021. Je suis pas sûr que c'est toujours vraiment existé sous cette forme et que ça existera encore plus tard. Et pourquoi je vous raconte à chaque fois mon expérience d'abord, c'est que je n'ai pas forgé ce concept en allant chercher une confirmation auprès des gens. C'est à force d'entendre les mêmes choses que ce concept s'est formé dans l'autre sens. Sinon, on prend Marie-Claire ou Marie-France ou Psychologie Magazine et on pompe les sujets dedans, et en général, on fera des émissions que tout le monde fait. Exactement. Donc voilà, ça vraiment, ça s'inspire de votre pratique. Alors, ce syndrome, il a un taux de guérison qui est très important dès lors que madame fera quelques efforts à un moment donné dans ses propres conduites, dès lors qu'elle sera plus lucide sur ce qui se passe, qu'elle sera plus lucide à voir ce qu'elle entretient avec un mari qu'il aime un minimum, et en tout cas qu'il aime plus que les services qu'elle rend. Et il y a donc à sentir une balance chez le mari entre finalement est-ce qu'il aime plutôt sa femme ou est-ce qu'il aime plutôt le confort de vie que sa femme lui apporte. Donc aujourd'hui je vais vous faire 4 points. Le profil de la mère nourricière, de la dame. Le deuxième point, c'est dans quel processus une femme lambda arrive finalement dans ce syndrome de la mère nourricière. Un petit point sur pourquoi elle y arriverait. Et ensuite, surtout le plus important, c'est comment elle pourra en sortir. Alors le profil de la dame, il n'est pas bien compliqué, il tient sur 4 points. Le premier point, la dame qui souffre d'un syndrome de la mère nourricière, donc la maman habituelle que je rencontre, qui commence vers les 38 ans et demi et qui va jusqu'aux 47-48 ans. Alors qu'est-ce qu'elle a en premier point ? Elle fait toujours pour les autres. L'image qui me vient souvent, c'est qu'en fait, elle prépare une tarte pour ses amis ou sa famille, ils sont 9 à table, elle sert tout le monde après avoir découpé 8 parts. Donc elle se rend compte qu'en servant tout le monde, il ne reste plus rien. Elle dit que c'est pas grave, elle va finir un truc au fond du frigo. Et donc on insiste pour lui proposer un morceau, elle refuse avec le sourire, elle est tellement contente de voir les gens manger à leur faim, et elle leur dit et elle est très contentée parce qu'on lui dit mais c'est très bon ce que tu as fait. Donc elle finit finalement les radis qui sont au fond du frigo tout en regardant les gens se nourrir de la fameuse tarte qu'elle a faite. Donc sans s'en rendre compte, automatiquement, intuitivement, elle pense d'abord à nourrir les autres, à s'occuper des autres. Le deuxième point, c'est qu'elle tente toujours de faire toujours mieux, car pour elle, au fond, il y a quelque chose qui lui dit que ça n'est jamais assez ce qu'elle fait. Elle a un petit soldat à l'intérieur de sa tête qui la pousse à toujours faire plus, et à se dire qu'elle ne devrait pas se reposer, vu tout ce qui lui reste toujours à faire dans 1 heure, dans 2 heures, ou le lendemain, ou pour l'année. Le troisième point, c'est qu'elle est très sensible à la culpabilisation. Elle n'a pas besoin des autres pour se dire qu'elle est nulle. Elle est pas assez performante, elle pourrait mieux faire, c'est ce qu'elle se dit perpétuellement. Donc on pourrait dire qu'elle dévalorise, quoi. Exactement, qu'elle est performante à se dire qu'elle n'est pas suffisamment performante.
Donc il y a une forme d'autonomie dans le syndrome de la mère nourricière, c'est qu'elle a besoin de personne pour se dire qu'elle est nulle, pour se cravacher elle-même. Ça, elle le fait très bien. Finalement, il y a quelque chose qu'elle fait bien, c'est se dire qu'elle est nulle. Exactement, mais elle est extrêmement bonne là-dedans. Et puis quand ces femmes-là sont excellentes, dans ce syndrome-là, ça prend un certain temps pour pouvoir réaliser finalement qu'elles sont aux commandes de quelque chose. Donc finalement, c'est important que vous le disiez ça. Cette émission, elle n'est pas là pour mettre une gifle à ses mamans. Bien au contraire, je pense que c'est une émission pleine d'amour et de tendresse pour leur faire comprendre que d'une certaine manière, elles ne sont pas victimes que du monde qui les entoure, mais qu'elles ont prise là-dessus. Mais comme elles ne bougent pas et qu'elles persistent dans leur posture, elles ont l'impression que c'est aux autres de bouger, mais elles peuvent faire quelque chose. Le 4e point, c'est le contrôle. Parfois, elles lâchent le contrôle. Mais je vais vous expliquer tout ça avec des exemples, ça va parler a priori à beaucoup de ces femmes qui ont ce syndrome-là. Parfois, elles lâchent le contrôle, mais en face, on ne fait pas les choses. Ou alors, on les fait mal. Ou on fait croire qu'on ne sait pas les faire. C'est-à-dire que le mari, les enfants prennent un petit peu maman pour une idiote. Ou alors, on bâcle. On fait les choses un petit peu de travers, c'est une forme de chantage indirect, histoire de dire, tu vois, la prochaine fois, fais-le, parce que et finalement, j'ai tout saboté, je préfère passer pour un con que de faire moi-même les choses, et tu le fais très bien, mon amour. Donc on est perpétuellement dans ces situations-là. La dame n'est pas qu'une obsédée en fait du contrôle, malgré ce qu'on pourrait penser. Certes, elle laisse peu de chance à l'autre de faire aussi bien qu'elle voudrait, mais il y a du boulot à fournir par-dessus. À force d'avoir fait les choses pour l'autre, elle a réussi à le rendre incompétent. Et ça, c'est une mécanique perpétuelle. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mamans qui se rendent compte que depuis 15-20 ans, en fait, elles font tellement tout que le mari n'a jamais eu l'occasion d'expérimenter quoi que ce soit depuis 15 ans, que les enfants, de toute façon, ils n'ont même plus à réfléchir, ils n'ont même plus à penser. Et donc, elle me dit, mais vous voyez qu'ils foutent rien. Et en même temps, moi, je me dis, mais pendant 15 ans, elle leur a appris à ne plus rien faire, elle leur a appris à ne pas se faire confiance, elle leur a appris à ne pas s'autonomiser. Donc je vais aller sur le 2e point, le processus. Ce processus, ce syndrome, il se déclenche souvent à un moment particulier. C'est quand madame ne veut plus d'enfants. C'est-à-dire elle a fait suffisamment d'enfants, elle n'est pas dans l'optique d'en faire encore 3-4 autres. Elle se dit, c'est terminé, on coupe le robinet. 2e point, ça arrive quand les enfants commencent à s'autonomiser, qu'on n'a plus besoin de nettoyer leur caca. Et que la maison commence à devenir moins bruyante, car ils commencent à avoir une vie sociale. Donc commence à poindre l'idée qu'à un moment donné, on va se retrouver face à monsieur et que les enfants, ils sont pas là pour finalement occuper madame et l'empêcher de penser. C'est le syndrome du nid vide. Ça commence, le nid vide commence à poindre son nez et elle commence à sentir ça. Ouais. Parce que quand elle a des enfants de 2-3 ans, en fait, et qu'elle a un syndrome de la mère nourricière, en fait, elle râle plus qu'elle ne réfléchit. Elle en peut plus, elle pleure, elle appelle ses copines, mais elle n'est pas encore dans une optique de réflexion. Elle commence pas, la révolte commence pas à se mettre pour l'instant en route. Donc c'est bien précisément à ces moments-là. C'est pour ça qu'on arrive sur les âges 35, 40, 45 balais et qu'à 25 ans, elles viennent certainement pas pour ce problème-là. Donc c'est souvent après cela qu'elle peut réaliser tout ce que comporte ce syndrome. Donc elle ne veut plus procréer, mais elle veut garder le nombre de personnes stables autour d'elle. Elle veut son mari, elle veut garder ses 2, 3, 4 ou 5 enfants. Qu'est-ce qui se passe dans ce processus ? Madame s'est oubliée et ne s'est peut-être jamais souciée d'elle, ou alors il y a très 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 longtemps. Elle ne s'occupe plus de ses cheveux, de ses ongles, de son alimentation, elle voit plus ses copines, elle rigole plus, elle s'occupe plus de ses orgasmes, elle s'occupe plus d'avoir du temps, elle s'occupe plus d'être créative, elle s'occupe plus d'être décalée, elle a laissé sa carrière mourir et elle ne s'affaire plus à dire merde aux gens quand ils abusent. Elle s'occupe alors, et on le sait très bien, des rendez-vous médicaux pour elle, pour son mari, pour ses enfants. C'est elle qui appelle le médecin, c'est elle qui va sur Doctolib, c'est elle qui amène les enfants. Elle s'occupe du ménage, elle est extraordinairement bonne là-dedans. Elle s'occupe du repassage, elle s'occupe des courses, de dire à chérie d'installer la tringle à rideau depuis 4 ans, de nettoyer la boue dans le couloir parce que c'est l'hiver, les enfants sortent, il pleut, et c'est elle qui nettoie. Elle s'occupe de laver le linge en famille. Elle s'occupe aussi d'organiser Noël en fonction des plannings de toute la famille et de leur impossibilité à pouvoir cohabiter un soir sur la même table. Elle s'occupe d'organiser les anniversaires des enfants. Bref, elle est tellement occupée qu'elle s'est complètement oubliée. C'est un couteau suisse. C'est pas la même que la dernière fois, parce que celle de la dernière fois, elle avait fini par poser la tringle à rideau. Oui, évidemment. C'était pas la même. La tringle à rideau, vous l'avez retenue. Ouais, non. Enfin, j'ai des types comme ça. Ouais. Mais je vous écoute, mine de rien. Je suis content, je vois ça. Alors, c'est la parfaite image.
de Véronique Gallo. Donc là, aujourd'hui, je cite Véronique Gallo, qui est une humoriste belge. Ouais. Alors, c'est une humoriste belge, ancienne professeure de lettres, et je suis tombé sur son One Mother Show, qu'elle appelle en sous-titre Vie de mère, et je vais prolonger l'image qu'elle donne. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Et donc je dis ça aux monsieur là, qui parfois comprennent rien à ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe dans le crâne de leur femme? Elles sont atteintes du syndrome de la mère nourricière, donc forcément elles fantasment de croiser Mel Gibson en kilt à la porte d'entrée, qui lui hurle avec l'accent écossais qu'il l'aime et qui veut l'amener sur les terres du paradis pour s'occuper d'elle. Donc la mère nourricière en arrive à ça, elle n'a plus envie de procréer, elle se sent pas belle et elle rêve de tomber sur un homme, sur un cheval qui lui fait découvrir le monde. Alors c'est Mel Gibson en kilt parce qu'elle a 40 ans, hein, parce qu'évidemment, si vous nous écoutez et que j'ai moins de 40 ans, vous n'avez peut-être pas la même référence, Maximilien. Et donc cette image, je l'emprunte directement de cet humoriste, mais maintenant de deux choses l'une, pour ces mères qui m'écoutent et qui sont atteintes de ce syndrome. Mel Gibson, ça ne lui plaira pas longtemps d'être celui qui apporte. Il voudra une femme et il voudra pas simplement une fille. Le fantasme de l'homme qui comprend tous les désirs sans parler peut mener à un moment donné à des impasses. Il faut qu'elles le comprennent, ces femmes-là. Mesdames, si vous ne voulez pas transformer Mel Gibson en Robert Bidochon, vous allez devoir exister malheureusement dans cette histoire et ne pas simplement attendre d'être sauvé. C'est à ce moment attendez, parce que là, Maximilien, c'est qui Robert machin? Robert Bidochon, vous connaissez pas les Bidochons? Non, parce que ça fait un peu Robichon, c'est pour ça que je voulais savoir si vous... c'est marrant, j'ai pas fait le lien, Maximilien, que ce soit clair. Non, Robert Bidochon, c'est Robert Bidochon, c'est une BD que connaîtront certainement ces femmes, et qui est une BD extraordinaire. On va vous laisser sur Robert Bidochon. Je remets les choses, c'est pas Philippe Robichon, excusez-moi mesdames. Non, donc on reviendra, on vous laisse sur Robert Bidochon. Okay. Maximilien Bachelard qui évoque pour nous ce matin ce syndrome qu'il a détecté et qu'il nous explique, et il nous dira tout à l'heure comment s'en sortir, le syndrome de la mère nourricière. Et donc, on a bien compris que vous ne vouliez pas, Maximilien, que Mel Gibson en kilt se transforme en Robert Bidochon. Exactement. Alors, comment ? Alors, on va avancer là-dessus, parce que précisément, pourquoi je vous parle de ce moment-là, parce que c'est à ce moment en plus que madame, en fait, malheureusement, est prête à partir. Il reste les enfants, mais s'ils ont 7-8 ans et encore mieux 12-13 ans, ils commencent à se débrouiller. Donc elle se dit qu'elle a accompli son devoir de mère nourricière et qu'elle aimerait rencontrer un homme qui enfin s'occupe d'elle. Le problème, c'est qu'elle attend qu'on s'occupe d'elle et qu'elle ne sait pas ou ne sait plus s'occuper d'elle. Donc vous voyez, là, il y a déjà un boulot à faire à ce niveau-là. Dans la famille, il faut comprendre que la mère nourricière, et donc là, je suis désolé si ça va choquer, elle a tendance à crétiniser son entourage. C'est-à-dire le rendre incapable, le rendre hébété, inapte à faire, inapte à anticiper, inapte à prévoir. La mère nourricière fait tellement bien, quand elle anticipe, elle se charge mentalement et comme un réflexe a pris l'habitude durant des années de décharger mentalement le mari et les enfants de ce qu'il faut prévoir dans 10 minutes, dans 6 mois ou dans 1 an. La mère nourricière est un vrai capitaine de bateau. Et donc, c'est-à-dire que si j'anticipe tout pour vous, à un moment donné, vous êtes incapable de vous débrouiller, comme une star qui, à un moment donné, n'a jamais pris le métro, est incapable de se faire à manger parce qu'il y a des servantes depuis 20 ans. Donc, on en arrive à ça. Quand la mère nourricière commence à se révolter, à entendre que le mari de sa meilleure amie, lui, il prépare lui-même les vacances pour le couple ou qui va au conseil de classe des enfants, elle devient le général en colère que sa propre famille commence à fuir. Elle commence à refuser d'être la bonne à tout faire. Le fils résiste et ne veut pas mettre ses chaussettes dans le tambour. Le mari refuse d'avoir à faire à manger. La petite estime que sa mère doit encore la chercher à l'école, qui est en face de la maison, sous peine de faire des crises de larmes. Et donc ça, c'est un moment très précieux au moment de notre rencontre, parce qu'elle commence à en avoir marre, elle commence à vouloir changer, et elle me dit, mais vous voyez, mon environnement résiste. Le général en chef rentre à la maison, ordonne que tout le monde fasse sa part. En fait, ce qu'elle est en train de faire, il faut bien qu'elle comprenne ce que je vais dire, elle rend le contrat implicite du couple et de la famille, qui était celui-ci, je ferai tout pour vous, mes chéris, car les mères nourricières sont des femmes très confortables, ce sont des capitaines, des générales, mais aussi des femmes confortables, des nounours. Mais là, c'est changer les règles du jeu en cours de partie. Exactement, et souvent je leur dis, vous savez madame, vous voulez changer, vous voulez mettre un avenant au contrat, mais ça veut pas dire que les autres, ils sont prêts. Ou alors, ils sont prêts à moitié. C'est-à-dire, oui, ma chérie, va chez la coiffeuse et va voir tes copines. Mais en fait, il faut quand même que tu remplisses tout le reste du contrat, puisque moi, je ne le ferai pas.
C'est ça qu'elles prennent en pleine face et qui leur met à peu près 2-3 rendez-vous à pleurer, à être sonné, à se dire mais c'est pas possible, est-ce qu'ils m'aiment ou pas ? Voilà. Donc en même temps, le problème c'est qu'on a besoin d'elle. On veut bien la bousculer et résister, mais si elle ne fait plus rien, comment on va trouver ce foutu de carnet de santé des enfants qu'on n'a jamais rangé, on ne sait pas où il est. Comment on va pouvoir amener la petite à la piscine et le grand au judo parce que nous, monsieur, on travaille. En fait, madame aussi, elle travaille et madame, elle a développé des stratégies pour pouvoir être partout. L'exercice que je propose souvent, c'est de s'imaginer de ne pas être là un mois à la maison. Je leur dis, imaginez comment ça se passe. Soit c'est le bordel, soit ça devient vivable, mais mal rangé, sale, en attendant d'accueillir le retour de madame en princesse, en la comblant de petits mots très gentils et d'une balayette à chiottes qu'on lui tend, en lui disant « Vite ma chérie, ça urge, faut nettoyer » et tu le fais tellement bien. Donc l'exercice, c'est de s'imaginer, voilà, vous n'êtes pas chez vous pendant un mois, qu'est-ce qui va se passer ? Parfois, il y a un décalage entre la réalité et ce que se représente une mère. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Le père transmet parfois ce virus aux enfants qui ne foutent plus rien également. C'est maman qui fait, disent les enfants, comme monsieur. Parfois, monsieur n'ose même pas le dire, mais c'est les enfants qui disent ça en rigolant. Mais c'est maman qui fait, de toute façon, c'est maman qui nettoie, c'est maman qui fait à manger. Et là, j'ai la mère qui est dépitée. Puisque le deuxième adulte valide la règle qui est de ne pas aider quand maman est en train de nettoyer à 4 pattes par terre, eh bien, les enfants font de même. Donc vous voyez qu'il y a une question du couple dans la famille à ce moment-là. La discipline ne se transmet jamais, il faut que vous le compreniez aux enfants, si les deux parents n'ont pas la même discipline. La mère a mal au dos, ne se maquille plus, elle grossit, elle voit plus ses copines, elle met plus de crème, plus de vernis, elle va plus chez le coiffeur, elle rigole plus, elle se projette plus, elle se sent plus femme, elle n'a plus envie de faire l'amour. Puis parfois j'ai un homme qui vient en consultation et qui me dit bah ma femme elle veut plus faire l'amour. Bon. Eh bien, quand on détricote, souvent il y a ça derrière. Et donc je leur dis, mais c'est normal, c'est la conséquence normale. Vous pouvez pas avoir de la sexualité et en même temps dénier tout ça, parce que certainement que derrière la porte, madame, elle tape et elle en a marre. Elle est coincée, en fait, cette maman. Elle s'est coincée elle-même. Un des soucis, finalement, c'est l'inclinaison naturelle de la fonction maternelle à potentiellement créer du handicap, car par la culpabilité, elle fait pour l'autre, pour lui montrer, soi-disant, tout en disant à l'autre de le faire. C'est-à-dire, fais-le, mais je vais te montrer comment faire. Au coup de la machine à laver, par exemple. Et l'autre ne fait pas parce que finalement, on fait, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, il y a l'exemple de la machine à laver pour le fils, l'exemple du mari qui n'a jamais amené le fils à l'hôpital depuis 2 ans. Donc lui, il connaît même pas l'adresse, il n'a pas le carnet, il sait pas où sont les examens médicaux, il connaît même pas le nom du médecin. Ah, c'est un homme, je croyais que c'était une femme, je suis pas au courant, etc. En fait, c'est précisément la définition de l'enfer et de la boucle infernale dont on a une merveilleuse représentation dans la série Lucifer. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, la série Lucifer, c'est sur Netflix. Mesdames, vous devez courir pour voir cette série parce que vous allez comprendre des choses importantes. Les gens dans cette série, donc c'est la représentation de Lucifer qui est sur Terre, et il y a une représentation de l'enfer qui est donnée dans cette série qui est magnifique. Les gens se retrouvent en enfer et ils sont pris en fait par un sentiment de culpabilité et revivent en enfer une scène marquante, significative de leur existence, selon leur propre perception, et ils la vivent des milliards de fois, en boucle, en boucle, en boucle. C'est précisément cette représentation qui peut avoir un lien avec cette histoire de syndrome de la mère nourricière, puisque finalement, en enfer, ils revivent perpétuellement la même culpabilité. Dans la série, je pense que c'est une signification, ça veut dire que l'enfer, d'une certaine manière, il est sur Terre. Alors c'est qui Lucifer ? Lucifer, c'est une incarnation du diable ? C'est l'ange déchu. D'accord. Non mais dans la série. Vous l'avez pas vu ? Non, j'ai pas Netflix. J'attends que vous me la téléchargez. J'attends que vous me la téléchargez, Maximilien. D'un seul coup, je suis en train de me dire que s'il y a des gens qui ont envie, on pourrait faire une émission sur Lucifer. Toute une émission sur la question du couple, de la sexualité, de l'amour et de la famille. Maître Boily, vous qui êtes au fait, est-ce que vous avez déjà vu, non, je vous demande pas, mais est-ce que vous avez déjà vu Lucifer ? Ah, vous l'avez vu ? Ah bon, d'accord. Et c'est bien comme série ? Bon, Maître Boily dit que c'est pour les gens qui ont 35 ans et plus ? Non. Non. Ah non. Non. Alors, je vais faire un point, je vais avancer sur le pourquoi, et puis après on fera le comment. Pourquoi on en arrive dans le syndrome de la mère nourricière ? Le pourquoi, il est accessoire, mais je vais l'aborder pour contenter ceux qui veulent chercher un coupable dans le passé ou dans le présent. Donc on peut imaginer que cette maladie, elle se transmet de mère en fille.
Bon, classiquement. Forcément, quand la mère de cette mère nourricière a toujours tout donné, on n'a pas de modèle, entre guillemets, d'égoïsme. Mais on a un modèle de sacrifice qu'on nommera évidemment altruisme, car maman elle était tellement heureuse quand tout le monde était content qu'on se dit on fait pareil en fait. On peut imaginer aussi que la grand-mère n'a pas été là pour la mère, donc la mère veut être trop là pour ses enfants. C'est-à-dire, moi, ma maman s'occupait pas de moi, donc je suis mère aujourd'hui, et donc je veux être surprésente pour mes enfants. Donc il y a une multitude de pourquoi, je vais vous dire. Et il faut pas vraiment s'attacher à ça au départ, selon moi, quand on entame une démarche. Le pourquoi aide parfois à s'autoriser à aller plus vers le comment, que je vais tranquillement vous décrire, comment on pourrait imaginer sortir de ce syndrome de la mère nourricière, qui fait que finalement il y a quelque chose qui tourne en boucle. Le message que je suis en train d'envoyer à toutes ces femmes-là, c'est qu'évidemment tout est de la faute des autres. Mais d'une certaine manière, qu'est-ce qu'elles pourraient modifier pour que ce syndrome disparaisse et pour que les gens se mettent à bouger? Ça, c'est la question qui nous intéresse. Voilà. L'idée, c'est pas de culpabiliser celles qui nous écoutent ce matin et qui se reconnaissent peut-être. Et de ne pas culpabiliser l'entourage. Il n'y a personne à culpabiliser dans cette histoire. Il faut passer de la culpabilité à la responsabilité. Il faut passer de l'enfermement à un minimum de reprise de sa liberté. Redéfinir des frontières. C'est-à-dire accepter qu'il faut qu'il y ait une évolution du couple et de la famille et qu'on ne peut pas être pareil à 17 ans comme à 61 ans. C'est pas pareil. Mais la question peut-être, Maximilien, c'est qui leur a demandé à ces femmes de devenir des mères c'est une bonne question. Nourricières. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui leur a dit, voilà? Est-ce que déjà elles se sont déjà senties femmes? C'est une autre question aussi, ça qu'on pourrait poser. Et évidemment, personne n'a jamais rien dit. En même temps, tout le monde l'a fait entendre. Et puis en même temps, parfois, on n'a pas besoin que les gens nous disent quelque chose pour l'avoir entendu. Et ça devient particulier. Mais il y a des héritages. Et puis, il y a une représentation de comment je dois être pour que mon couple fonctionne. Et si vous êtes persuadé que le programme, c'est d'aller vers ça, forcément, vous ne connaissez que ça, vous le faites à fond. Donc, quand les gens viennent me voir avec ce syndrome de la mère nourricière, c'est qu'en fait, elles sont allées au bout de la machine et elles me disent je souffrais de manière raisonnable et en même temps, il y avait des compensations. Et là, il y en a de moins en moins et je souffre de plus en plus. Donc, en gros, mon programme, moi, je leur fais comprendre, nécessite une mise à jour, en fait. Parce que vous allez redevenir femme et vous n'allez pas pouvoir foutre du syndrome de la mère nourricière partout dans votre vie, en fait. Puisque parfois, ces femmes-là aussi se font finalement prendre à ce jeu au travail. Donc, elles doivent être... parce que la mère nourricière, elle travaille aussi. Hein. Oui, et elle peut fonctionner comme ça. Elle peut fonctionner comme ça, en faisant plaisir aux collègues, en accueillant le stagiaire, en faisant le boulot des autres, en pensant que les autres vont s'autonomiser, alors que parfois, les autres, ils ont compris que la mère nourricière devant, elle continuera. Donc, ils font comme s'ils allaient faire, mais en fait, il faut rien du tout. Donc, c'est un piège dans lequel elles se retrouvent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, mon propos, c'est de leur faire comprendre qu'elles ont une marge de manœuvre là-dedans. Et que c'est très important de pouvoir reprendre un minimum le pouvoir dans sa vie. Avec le temps qui passe, quand les enfants ont grandi, qu'ils sont partis, la mère nourricière peut souvent dire je me suis sacrifiée pour vous, et les enfants leur disent mais je t'ai rien demandé. On ne t'a rien demandé. Et je t'ai toujours dit que ça n'allait pas avec papa. Ou alors il peut y avoir la fille qui se retrouve à faire pareil que la mère, et là la mère percute et se dit mais où est-ce qu'elle a appris ça? Peut-être que je fais la même chose avec mon mari, parce que je suis en train de dire à ma fille qu'il faut qu'elle arrête, mais moi je continue à le faire. Donc ça fait des bugs. C'est intéressant quand les enfants ont grandi, parce que ça permet parfois de se refaire le film, mais d'une autre manière, quoi. Voyez ? Les enfants sont ingrats. Non, ils servent à quelque chose. On leur a trouvé une utilité aujourd'hui. Le syndrome de la mère nourricière avec Maximilien Bachelard qui est avec nous. On compte sur vous pour commenter la vidéo et dites-nous si vous vous êtes retrouvé dans ce portrait et où vous en êtes finalement de ce que décrit Maximilien. Un sujet et un syndrome que vous avez identifié de par votre pratique, Maximilien. Alors comment s'en sortir? Alors là c'est délicat. Je ne vais pas pouvoir tout expliquer, mais je vais donner quelques pistes. Donc d'une certaine manière, vous avez compris que la mère, elle va devoir s'abstenir de faire pour pousser les gens à chercher leurs propres compétences. Tout en ayant à l'esprit que les gens se sentent incompétents, se montrent incompétents, et qu'elle est très agacée par ce chantage-là, et qu'elle a tendance à céder en disant « laisse tomber, je vais le faire ». Donc ce point-là, ce moment-là, il faut pouvoir faire pause et se dire « ah, je vais me retenir » pour pousser le système dans lequel je suis à trouver des ressources et à s'organiser. Pour ça, l'exercice de si vous n'êtes pas là un mois, qu'est-ce qui va se passer? Il sert à ça, en fait. Donc, elle doit se retenir. Elle doit
autoriser le chaos à s'inviter d'une certaine manière, qui va secouer le système et qui va pousser un peu sa culpabilité. Mais c'est possible parce qu'elle n'en peut plus, elle vient me voir, elle est à genoux, elle est fatiguée, elle est crevée. Ça ne plaira clairement pas au départ, puisque tout le monde était bien d'accord que c'était maman qui se tapait toute cette liste de choses et que ça nous arrangeait très bien, qu'on n'avait pas envie de faire à manger, qu'on n'avait pas envie de nettoyer par terre. Et elle serait là à côté de moi, la mère nourricière, elle me dirait « Mais vous croyez que ça me plaît, moi ?» Et je lui dirais « Oui, mais bon, voilà, c'est comme ça que ça se passe. » Donc ça plaira pas clairement au départ, mais ça va changer la représentation d'handicapés, d'incapables, d'irresponsables, d'idiots que se donne l'entourage qui, en plus, sournoisement, valorise les compétences de la mère. Parce qu'à chaque fois, quand l'autre a réussi son tour de magie à faire en sorte que ce soit elle qui nettoie, qui foute les mains dans le caca, il y a toujours un sourire, il y a « merci ma chérie », quoi. Heureusement que tu l'as fait parce que ça commençait vraiment à sentir mauvais dans la maison. Donc il faut prêter attention à ce renforcement sournois que l'autre donne pour finalement ne rien faire. La mère nourricière, elle doit se rappeler qu'elle n'est pas qu'un bout de viande, qu'elle n'est pas qu'une fonction, qu'elle a, excusez-moi, petit coucou à Nadia, elle a aussi un vagin, un clitoris, une sensibilité au toucher. Quand vous dites petit coucou à Nadia, il faut expliquer. Parce que Nadia El Bouga, c'est quand même celle qui parle de vagin et de clitoris à Beurre FM. Donc, je me permets d'aller un peu sur son territoire. J'ai utilisé des mots qui, j'espère, ne sont pas uniquement, entendables dans ces émissions. Mais c'est important ce que je dis, en fait. Parce que, pourquoi je vous parle de vagin et de clitoris ? Parce que c'est très rare d'avoir des femmes qui sont heureuses au lit à ce moment-là, quand elles sont prises par le syndrome de la mère nourricière. Mais moi, je vous explique pourquoi elles sont peu heureuses à ce moment-là. Et cette émission, elle sert aux hommes qui, eux, s'arrêtent uniquement à ce point-là et qui comprennent pas pourquoi il n'y a plus de libido. Il n'y a plus de libido parce qu'il y a tout ça, monsieur. Tout simplement. Donc, elles ont une sensibilité au toucher. Elles n'ont pas qu'un cerveau rempli de liquide vaisselle, de produits ménagers. Elles ne sont pas simplement une armoire à post-it avec des choses à penser pour penser à des rendez-vous. Donc, elles vont devoir faire place dans leur cerveau pour que puisse émerger à un moment donné un sens à leur vie et pas simplement qu'une fonction pour un système qui, soi-disant, n'y arriverait pas sans elles. Avec trop de charge mentale, mesdames, il faut que vous compreniez qu'on grossit de colère, de culpabilité, de mal-être, de reproches qui pourrissent. Il faut donc faire attention à sa nutrition affective et à sa diététique relationnelle. C'est très important ça, parce que ces femmes-là, toujours, et c'est la même chose, quand elles viennent, elles sont en surpoids, elles ne s'occupent pas d'elles. Au bout de 5 à 10 rendez-vous, quand elles se sont bien mis au travail, ce ne sont plus les mêmes. À tel point qu'il y aura une étude à faire, je vous le dis, à photographier ces femmes-là au premier rendez-vous et 3 mois plus tard. La question est donc, et je vais paraphraser ce qu'elles me disent quasiment toutes, trop bonne, trop conne, comment avez-vous écervelé vos maris, en tout cas vos hommes plutôt, votre mari et vos fils ? Si vous souffrez que votre homme ne voit pas le niveau de crasse, que les enfants restent toujours dans leur chambre en imposant leurs odeurs et leurs organisations, vous devez vous réveiller, mesdames. Si vous avez l'impression d'être un chien de berger qui rassemble perpétuellement la famille, une négociatrice psychologue qui parlemente des heures alors qu'il faut simplement que l'autre change de comportement, il faut que vous vous réveillez. Si vous tentez depuis 10 ans de vouloir changer votre mari qui est désinvesti de tout, sachez qu'on ne peut pas faire changer les enfants et on devient à ce moment-là, malheureusement, la chieuse hystérique tyrannique dans la famille. Donc vous devez vous réveiller et arrêter de vouloir faire changer les autres. C'est vous que vous devez d'abord changer. La mère nourricière, elle croit qu'elle protège en évitant de leur faire des choses. Elle confond enfant et poupée. Elle confond son mari et Ken, le mari de Barbie, en fait. L'environnement, il devient crétin, car il ne cherche même pas où sont les pansements, où sont les piles. Il demande finalement il demande des choses pour pouvoir reproduire le modèle de maman. Et donc, l'environnement devient... je vais inventer un mot, mésempathique ou désempathique. Parce que j'ai des mamans qui me disent, mais j'en suis en train de pleurer, quoi. Mon mari et mes enfants ne font rien et ils en ont rien à faire. Et je pleure et donc ils sont inquiets, ils me disent de revenir vous voir parce qu'ils comprennent pas ce qui m'arrive et j'ai l'air d'être une folle hystérique qui est en train de craquer. Mais parce qu'elles me racontent ça. Et parce que eux, quand on leur explique ce processus, ils le comprennent, mais en même temps, ils en tirent un bénéfice et ils sont habitués depuis des années. Donc parfois, on va me dire, oui, mais le mari, il bosse. Mais la femme aussi, en fait, d'une certaine manière.
Parce que ces femmes-là me le disent. Oui, mais mon mari, il travaille. Et je leur dis, mais on se voit à 19h, madame, vous avez fini à 18h. Vous aussi, vous travaillez. Ah oui, c'est vrai. Donc, il n'y a pas plus antiféministe que ces femmes-là. Hein. C'est une catastrophe, en fait. C'est pas sur les hommes qu'il faut taper, c'est sur ces femmes qu'il faut avoir un discours bien tranché. Il faut savoir que l'homme, il est plus facilement dans l'instant et la femme, elle a plutôt tendance culturellement à rassembler, à anticiper pour le foyer. Finalement, elles sont très à l'ancienne. Et donc j'ai envie de répéter une deuxième fois, la question du féminisme devrait les titiller, mais le bon féminisme, pas le féminisme 2021. Ça c'est votre avis. C'est mon avis, voilà. Mais j'ai jamais dit que j'incarnais le monde, donc ça va. Donc ces hommes-là, ça se trouve, ils n'ont pas cuisiné depuis 10 ans. La mère peut être hospitalisée depuis 2 semaines, c'est la panique à la maison, tout est sale au retour, les courses sont pas faites. Les hommes, entre eux, les garçons et papa, ils ont simplement mangé des pizzas. Et parfois, le pire, que me dit madame, c'est mon mari, en fait, il a déjà cuisiné quand on se connaissait, et il cuisine parfaitement. Mais ça fait 10 ans que je fais à manger, et puis finalement, il a tellement plus l'habitude que je continue. Donc ça va être les affaires par terre dans l'entrée, les slips dans la chambre au sol, ça peut être la mère qui me dit, j'ai proposé à mes garçons et à mon mari une soirée pizza. Qu'est-ce qu'elle veut, la mère nourricière, à ce moment-là ? Elle veut faire plaisir. Elle aime pas la pizza, ça la saoule. Elle veut rassembler la famille autour d'une table pour qu'on se raconte nos soirées. Et en fait, qu'est-ce qu'elle obtient ? Elle obtient des mecs qui ouvrent au livreur, qui sortent chacun de leur chambre, qui payent, qui se coupent les parts de pizza, qui laissent la boîte à pizza au bout de la table et qui se cassent chacun dans leur chambre. Elle se retrouve donc comme une idiote à pleurer, à regarder L'amour est dans le pré toute seule sur le canapé. Et le lendemain, quand elle vient me voir, elle me dit, vous savez, c'est quoi le pire ? C'est que j'ai réveillé mon mari et mes enfants, puisqu'il faut que je les réveille, puisqu'ils savent pas le faire. Et en faisant le lit, puisque c'est moi qui fais le lit, j'ai retrouvé des croûtes de fromage et de pizza et une boîte à carton sous le lit, quoi. Vous vous rendez compte ? Et ces gens-là ne se rendent pas compte, finalement, de ce qui se passe. # vie de mère nourricière. Vie de mère nourricière. Ouais. Très belle idée. Donc la question de la femme utile est derrière ça. Donc la question que je vous pose, mesdames, est-ce que vous êtes une femme ou est-ce que vous êtes une fonction ? Et je vais aller un peu plus loin. Est-ce qu'on peut vous aimer, mesdames ? Donc je vous regarde, je vous parle. Est-ce qu'on peut vous aimer en dehors des services que vous rendez ? Des fonctions que vous prenez auprès des gens ? Est-ce qu'on peut vous aimer en dehors de l'utilité que vous avez auprès de votre entourage ? Est-ce qu'on peut vous aimer pour ce que vous êtes uniquement, et j'ai même envie de vous dire, en ayant les mains dans le dos et en ne pouvant rien leur apporter concrètement et matériellement. Posez-vous bien cette question. Est-ce qu'on peut vous aimer pour vos qualités ? Et quelles sont vos qualités ? La plupart des mères nourricières échouent à répondre à cette question au départ, puisqu'elles me disent, mes qualités, je fais très bien à manger et je me soucie beaucoup des autres. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut vous aimer en dehors de ce que vous pouvez apporter aux autres, en dehors de cette fonction ? Donc, mesdames, pour conclure, si vous voulez un homme, comportez-vous en femme et pas en petite fille, tout simplement. Maximilien Bachelard, cette émission m'inspire une chanson de Benjamin Biolay en duo avec Jeanne Chéral. Est-ce que vous la connaissez ? Non, je ne connais pas. Ça s'appelle Brandt Rhapsody. D'accord. On va terminer avec cette chanson. Vous ne la connaissez pas. C'est la première fois qu'on va l'écouter sur Beurre FM et ça vous rappellera les post-it. Très belle journée santé sur Beurre FM. On attend que DJ Maître Boily puisse caler le disque, mais parfois ça peut prendre un peu de temps. La technique ne réagit pas toujours au doigt et l'œil. Je suis en train de penser au # vie de mère nourricière. C'est pas mal en fait comme expression, parce qu'on peut être une mère et épanouie. Ouais, on va. Mais vie de mère nourricière, j'ai envie de dire, je lance un appel national à ce qu'on arrête de parler de vie de mère, mais de vie de mère nourricière. Je fais un coucou à Madame Gallo, cette humoriste, parce que finalement, ce serait pas mal de lui rendre hommage parce que son spectacle est vraiment très très joli, très bien foutu. Googlez, et on se quitte donc avec Jeanne Chéral et Benjamin Biolay. Je rêve de ton corps, je rêve de ta bouche, je te veux près de moi, je veux que tu me touches.